Des magasins vides, des prix qui explosent, un pouvoir qui se barricade. Et de l'autre côté, une population à bout de souffle. En un peu plus d'un an, le Liban, en proie à des crises multiples, a changé de visage. Tout un symbole, la disgrâce de sa capitale. Beyrouth a été en partie dévastée dans l'explosion du port le 4 août dernier. La destruction de la capitale est d'autant plus violente pour les Libanais que depuis un an, ils ont brutalement plongé dans une crise sans précédent historique. L'aide alimentaire se multiplie dans le pays. La famine pourrait toucher le Liban d'ici 2021. Depuis la fin de la guerre civile en 1990, l'économie libanaise est non productive. Elle est basée sur le tourisme et les services, notamment bancaires. Le Liban importe donc 80% de ses biens. Un déséquilibre permis grâce à l'indexation de la livre libanaise sur le dollar, grâce aussi aux investissements étrangers, principalement en provenance du Golfe, et aussi grâce aux entrées d'argent envoyées par la diaspora libanaise. Mais les dernières années, le système s'est essoufflé à cause notamment de la chute des prix du pétrole, mais aussi à cause des instabilités régionales avec les printemps arabes. Les entrées d'argent se sont faites plus rares au Liban. La monnaie libanaise a entamé sa chute l'année dernière. À l'automne 2019, les banques ont limité les retraits d'argent et les transferts vers l'étranger. Les Libanais n'ont donc plus accès à leur épargne. Aujourd'hui, la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et la situation est encore pire pour les réfugiés syriens. Ils sont environ 1 million dans le pays. Pour les réfugiés palestiniens, 200 000. Et puis pour les travailleurs immigrés en provenance de Philippines, du Bangladesh ou encore d'Éthiopie. La crise a renforcer les inégalités entre les plus riches qui ont accès au dollar et le reste de la population victime d'une paupérisation croissante. Avec l'augmentation des prix à l'importation, les Libanais consomment de plus en plus local. Mais pas de quoi faire rebondir le pays. Les négociations avec les bailleurs de fonds internationaux pour apporter une aide financière patinent. Les dirigeants libanais ne s'entendent pas sur le montant de la dette et ils n'ont pas pris les mesures nécessaires contre la corruption. Condition pourtant primordiale pour obtenir une aide internationale. La lutte contre la corruption, justement, était la principale revendication du mouvement révolutionnaire de l'automne 2019. À l'époque, des centaines de milliers de Libanais descendent dans les rues pour faire tomber la classe politique dans ce qu'ils appellent la Saoura. La soif de changement gagne tout le pays, de Beyrouth à Tripoli jusqu'à Baalbek. Une nouveauté au Liban, car les manifestations sont généralement concentrées dans la capitale. Après 2 semaines de manifestations, les protestataires obtiennent la démission du gouvernement Hariri fin octobre 2019. Au fil de l'année, de nouvelles protestations éclatent. En juin, poussés par le désespoir, alors que le pays s'enfonce brutalement dans la crise économique. Et en août dernier, motivés par une colère inouïe, au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth. Mais sur la place des Martyrs, aujourd'hui, ce point installé par des manifestants est le seul vestige des espoirs de la révolution. Crise sanitaire, division forte au sein des manifestants et capacité de la classe politique à s'accrocher au pouvoir. Le grand dégagisme des dirigeants libanais à la tête du pays depuis la fin de la guerre civile, il y a 30 ans, n'a pas eu lieu. Retour à la case départ, Saad Hariri est revenu au pouvoir comme Premier ministre le 22 octobre dernier. La classe politique ne va pas disparaître aussi rapidement. C'est une utopie que de vouloir croire à cela. C'est une classe politique qui est forte de sa présence sur le terrain, qui est forte de son expérience,
de la chose politique au Liban. Elle maîtrise parfaitement le système et ses rouages. Si on devait faire des élections législatives anticipées ou non, la classe politique libanaise est tout à fait armée pour affronter un scrutin. Pour des raisons historiques, pour des raisons qui reflètent la réalité du Liban, les chefs politiques sont tout à la fois députés ou ministres ou chefs de parti, mais ils sont avant tout des chefs dans lesquels se voient et se revendiquent des communautés. Il est vrai que la Thawra a gagné tout le Liban. Il est vrai que tous les Libanais sont logés à la même enseigne actuellement dans la crise politique, dans la paupérisation galopante de la population libanaise, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes encore face à des identités particulières, à des particularismes régionaux et identitaires et communautaires qui maintiennent ces chefferies en place. Dans les zones qui entourent le port, comme ici dans le quartier de la Quarantina, la jeunesse libanaise continue de s'activer pour reconstruire les bâtiments détruits dans l'explosion. Des volontaires qui étaient descendus par milliers au mois d'août pour balayer les rues de Beyrouth. Et c'est la même jeunesse qui avait manifesté en masse durant la Thawra. Née dans les années 90 et 2000, cette génération de Libanais a un nouveau rapport à la société et à la politique. Elle n'a pas connu la guerre civile. Elle est donc moins imprégnée des réflexes communautaires que la génération précédente. Et elle voit les mêmes hommes politiques, anciens chefs de guerre pour la plupart, se succéder au pouvoir de père en fils depuis 30 ans. Elle a soif de changement. Cette nouvelle génération plaide pour un autre système. Un État non communautaire, plus transparent et plus investi dans les affaires du pays, avec le développement de services publics efficaces. Mais qui va bâtir ce nouveau système? Après plus d'un an de crise économique violente, une révolution qui a échoué, le coronavirus et bien sûr l'explosion, aujourd'hui, une partie de la jeunesse libanaise quitte le pays, sans espoir de retour dans un futur proche. Toute une génération éduquée qui part, un nouveau drame pour le Liban.